Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au comité scientifique et à l'organisation du congrès de me laisser présenter ce travail aujourd'hui. Je vais vous parler de l'étude MIROI que nous menons maintenant depuis presque 2 ans, jour pour jour, à l'hôpital Édouard Herriot, à Lyon, qui s'intéresse à l'évaluation de la régulation épigénétique de la sévérité de l'ostéogenèse imparfaite par les micro-ARN. Je vais débuter avec une petite introduction pour proposer quelques définitions afin de mieux comprendre le pourquoi du projet. Tout d'abord, l'ostéogenèse imparfaite, ou maladie de Lobstein, ou maladie des os de verre, OI, est une maladie osseuse constitutionnelle rare avec une prévalence de 1 pour 10 000, de transmission autosomique dominante, et qui est responsable de signes osseux, bien connus, déformations, fractures, et extra-osseux, moins connus, comme les sclérotiques bleutées, la surdité, les cardiopathies, la dentinogenèse imparfaite, et j'en passe. La combinaison inconstante entre ces signes osseux et extra-osseux est à l'origine d'une grande variabilité phénotypique, et donc de sévérité. Cette variabilité de sévérité a été classée dans un premier temps par Silence en 1979 en 4 types. Le type 1 est un type modéré, le type 2 est une OI létale en périnatale, le type 3 est sévère et le type 4 est une forme intermédiaire. Cette classification a bien sûr évolué depuis 1979 avec la classification de 7 types de glorieux, puis ensuite et actuellement avec le développement du séquençage génétique, on est à près de 20 types d'OI différentes génétiques. Mais finalement, la classification des troubles génétiques osseux revient sur les grandes lignes de la classification de Silence, témoin finalement d'un échec de la génétique afin de déterminer la sévérité et les formes d'ostéogenèse imparfaite. Intéressons-nous donc à la génétique. La génétique de l'OI, dans 85% des cas, c'est une mutation de COL1A1 ou COL1A2 hétérozygote. COL1A1, COL1A2 qui code les chaînes pro-alpha 1 et pro-alpha 2 du procollagène de type 1, qui donne le collagène de type 1, que l'on connaît bien comme étant un constituant majeur de la matrice osseuse extracellulaire et de nombreux autres tissus. Et donc pour 85% des cas, deux mêmes gènes mutés, on a une aussi grande variabilité phénotypique, ce qui souligne déjà le contraste entre phénotype et génotype. Ça, c'est d'autant plus marquant lorsque l'on suit des formes familiales d'ostéogenèse imparfaite, avec par définition des individus partageant le même variant qui pourtant ont parfois des profils phénotypiques vraiment bien différents. On est en droit du coup de se poser la question de la régulation épigénétique à ce moment-là du raisonnement. Et les micro-ARN font partie des régulateurs épigénétiques. Les micro-ARN, qu'est-ce que c'est? Ce sont de petits ARN simples brins, non codants, qui sont produits de manière endogène dans les tissus afin d'inhiber, en ciblant certaines parties des gènes, en déstabilisant la production d'ARN messagers et en limitant ainsi la traduction qui en découle. Le rôle des micro-ARN dans l'ostéogenèse, dans l'homéostasie osseuse et, comme vous le voyez ici, dans l'ostéoblastogenèse est maintenant bien démontré avec de multiples micro-ARN qui régulent à différentes étapes l'ostéoblastogenèse. Le rôle des micro-ARN a aussi été démontré dans plusieurs maladies osseuses comme l'ostéoporose, les tumeurs osseuses primitives ou secondaires, mais aussi plus récemment dans la dysplasie fibreuse. L'autre intérêt des micro-ARN, c'est qu'ils sont étonnamment bien conservés et ils sont dosables dans le sang par des techniques standardisées, faciles à faire, peu coûteuses, comme une RT-qPCR, comme c'est à la mode, et en fait donc un biomarqueur d'intérêt. La question que nous allons essayer de répondre ici est la suivante. Existe-t-il des micro-ARN circulants corrélés à la sévérité de l'ostéogenèse imparfaite? Pour cela, je vais aborder la méthodologie de l'étude brièvement, mais afin que vous puissiez bien comprendre la suite. Tout d'abord, il n'existe pas de littérature en fait, pour savoir quel micro-ARN chercher dans l'ostéogenèse imparfaite. Nous avons donc débuté par une phase de screening afin de rechercher les micro-ARN potentiellement dysrégulés. Pour cela, nous avons recruté 10 patients OI et 10 patients témoins et nous avons analysé et comparé leur mirome, c'est-à-dire l'ensemble des micro-ARN produits par un individu par Next Generation Sequencing, NGS, afin d'identifier des micro-ARN potentiellement d'intérêt sur cette petite cohorte. Ces micro-ARN ensuite sont passés par une phase de validation, la deuxième phase, cette fois sur un plus large effectif de 48 patients OI et 48 témoins, et cette fois par une méthode plus classique, une RT-qPCR. Les micro-ARN validés ont ensuite été comparés aux données cliniques. Les patients témoins étaient recrutés et appareillaient sur l'âge
le sexe et l'IMC, et étaient issus des cohortes Modam, Ophélie et Strambo, qui sont des cohortes de sujets sains suivis sur l'hôpital Édouard Herriot. Les OI devaient forcément présenter une mutation COLA1 ou COLA1-2 attestée par un test génétique. Étaient exclus les patients qui avaient d'autres comorbidités confondantes, comme une autre maladie osseuse, un cancer, une dysthyroïdie active, une corticothérapie en cours, j'en passe. Intéressons-nous maintenant directement aux résultats. Première phase, donc la phase de NGS. Voici les caractéristiques de la population qui sont globalement similaires en dehors du poids et de la taille, mais bien logiques au vu de la morphologie des patients OI et qui s'équilibrent sur l'IMC. Voici le résultat du NGS. Donc ce volcanoplot montre la relation entre, en abscisse, le log to fold change et en ordonnée, le moins log 10 de la p-value. En résumé, plus un micro-ARN sera significativement différent entre les deux groupes, plus il sera haut dans le graphique. S'il est surexprimé, il est à droite. S'il est sous-exprimé, il est à gauche. Le taux de significativité représente la barre orange et qui dégage au-dessus de 0,05 79 micro-ARN d'intérêt. Ici, nous avons décidé de sélectionner les micro-ARN les plus pertinents en augmentant le niveau de significativité et en le passant à 0,0005 et ainsi en dégageant 27 micro-ARN répondant à ce niveau de significativité supérieur. Nous avons écarté ensuite les micro-ARN qui étaient exprimés trop faiblement pour la sensibilité de la phase suivante par RT-qPCR et nous avons ainsi obtenu 19 micro-ARN d'intérêt que voici. Dans la deuxième phase, donc, nous avons recruté au total 48 OI, avec 48 contrôles en 2 ans, donc, avec quelques caractéristiques intéressantes, un âge moyen de 43 ans, seulement 3 OI type 3 dans cette cohorte, mais tout de même. 61% des patients avaient déjà reçu des biphosphonates, taux fracturaire moyen de 21 fractures dans le groupe OI, et 67% des patients présentaient des douleurs chroniques. Voici les résultats de la RT-qPCR. Parmi les 19 micro-ARN que nous avions donc sélectionnés comme étant d'intérêt, nous avons, après RT-qPCR, retenu sur cette plus grande cohorte 10 micro-ARN qui étaient encore différents entre les groupes avec une p-value significative que nous avons ensuite corrigé par false discovery rate par la méthode de Benjamin-Horberg afin de gérer l'inflation du risque alpha qui va avec la multiplication des comparaisons. Et au final, nous retenons 8 micro-ARN validés qui sont présentés ici. 7 sont surexprimés et le 15B5P qui est surligné en bas est sous-exprimé. Troisième phase, comparaison aux données cliniques. Les micro-ARN validés ont été comparés aux formes phénotypiques de l'ostéogenèse imparfaite, et là on retrouve une significativité d'association entre les micro-ARN 363-3P et 451A avec la forme d'antinogénèse imparfaite comme expression phénotypique de l'ostéogenèse imparfaite. Concernant les autres critères de sévérité tels que les fractures, la limitation fonctionnelle à la marche, la douleur, nous n'avons pas eu de résultats significatifs permettant de retirer une association entre les micro-ARN et ces critères plus durs de sévérité. Le rationnel physiopathologique qui se dégage de cette étude est intéressant. Tout d'abord, nous avions dit que les micro-ARN pouvaient interagir avec les gènes afin d'inhiber l'expression de certains gènes. Pour étudier cette association, nous avons utilisé l'algorithme Miro 3.0 qui prédit à partir des séquences la probabilité d'interaction entre un micro-ARN et un gène cible. Et là, on retrouve une probabilité d'interaction de 100% entre 106.3P et 93.3P et COLA1, COLA1-2 et COLA1-2 respectivement, ce qui veut potentiellement dire que ces micro-ARN interagissent différemment en inhibant directement COLA1 et COLA1-2. L'autre élément intéressant, lorsqu'on étudie les caractéristiques de ces micro-ARN, c'est l'existence de clusters de micro-ARN au milieu des résultats que nous avions retrouvés, notamment dans la première phase avec les 2 clusters sur le tableau en haut à droite, et le deuxième cluster est encore présent à la phase de validation. Un cluster de micro-ARN, c'est plusieurs micro-ARN dont le loquet est adjacent sur un chromosome. Ici, les 2 clusters sont sur le chromosome 7. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent ils sont régulés de manière synchrone, ce qui conforte l'idée qu'ici il y a une massive régulation des micro-ARN dans l'ostéogenèse imparfaite, et chaque micro-ARN interagit avec une multiplicité de cibles, ils ne sont pas spécifiques d'un gène en fait. Ça, c'est aussi conforté par la littérature. Je retrouve le petit schéma que vous avez montré au tout début de mon diaporama, où on retrouve le MIR93 qui ressortait comme significatif, comme validé, et qui est bien connu pour inhiber Ostérix et ainsi inhiber l'ostéoblastogenèse.
93.5p interagit aussi avec BMP2 en inhibant l'ostéoblastogénèse, tout comme le micro-RN 106b qui inhibe aussi l'ostéoblastogénèse par cette voie-ci. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en inhibant le 106b, on retrouve dans certaines études un regain de densitométrie osseuse sur modèle animal, et on arrive à inverser l'effet, par exemple, d'une corticothérapie en termes de fracture et de densitométrie osseuse sur modèle animal, sur modèle murin toujours. Donc en conclusion, nous sommes parvenus à établir la signature micro-ARN de l'ostéogenèse imparfaite en démontrant l'expression différentielle de 8 micro-ARN circulants. Et ces micro-ARN ouvrent la voie vers de nouvelles voies physiopathologiques à explorer dans l'ostéogenèse imparfaite, tant bien sur la régulation directe de colin 1 et colin 1,2 que sur la régulation de l'homéostasie osseuse au sens large dans l'ostéogenèse imparfaite. Nous n'avons pas démontré de corrélation avec des critères de sévérité clinique dure, de sévérité. Et l'autre intérêt de ce travail, c'est les retombées possibles et potentiellement, comme je vous en commençais à en parler pour le 106B, c'est potentiellement la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques. Les micro-ARN, dans la cancérologie, en cardiologie nouvellement, et dans l'ostéoporose, sont une cible prometteuse avec différents stades de développement et des résultats étonnamment positifs sur des modèles murins qui laissent suggérer que les micro-ARN sont une cible à explorer dans l'ostéogenèse imparfaite qui, pour rappeler, n'a pas de traitement spécifique. Les biphosphonates sont les seuls à avoir démontré un intérêt seulement chez les enfants en croissance, et c'est pourtant le seul traitement que nous avons à disposition ayant montré une réelle efficacité, et on attend beaucoup de l'antisclérostine, mais les micro-ARN sont une voie indispensable, je pense, à explorer dans ce contexte. Je vous remercie de votre attention. Je remercie tout particulièrement le service de rhumatologie du pavillon F d'Édouard Ayot, et notamment Elisabeth Fontange pour son implication dans le recrutement et l'énergie déployée, l'INSERM 1033 pour toutes les personnes qui ont participé également à l'étude. Et je finirai par le commencement, le premier cas d'ostéogenèse imparfaite qui date du Xe siècle en Jésus-Christ, une petite momie d'un enfant sans doute qui présente une OI type 3, qui a été découvert en 1905, qui a mis 65 ans à découvrir que c'était une ostéogenèse imparfaite, déjà découvrir que c'était un humain, et une ostéogenèse imparfaite dans un second temps, notamment par le développement du scanner et le travail du professeur Gray, qui a scanné toutes les momies du British Museum de Londres, comme quoi la technique et l'avancée dans la science est important, que le chemin parcouru est long, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Merci pour l'attention. Merci beaucoup, y compris pour cette allusion